Bonjour à tous, donc toujours dans la suite du corrigé de série numéro 2. Donc j'ai déjà traité la partie 1 et 2. Dans la partie 1, j'ai traité tout ce qui est champ et force créés par des charges discrètes. Dans la partie 2, j'ai traité tout ce qui est champ créé par un segment, un fil infini par la méthode directe. Et dans la partie 3, je vais continuer sur le calcul du champ électrique créé par une distribution linéaire. Donc, comme je disais dans la vidéo précédente, le calcul de champ électrique par une distribution continue, c'est vraiment l'un des grands problèmes que vous rencontrez dans l'étude de l'électrostatique. Et j'espère à travers la première partie et cette partie-là, les choses seront beaucoup plus claires. Donc je rappelle les méthodes à suivre, les méthodes de calcul que j'ai déjà rappelées dans la vidéo précédente. Toujours la symétrie, première chose. Ensuite, déterminer le champ créé par un élément de charge D2Q, le bien paramétrer, indiquer c'est quoi la distance R entre la charge et le point M sur le schéma, c'est quoi le vecteur unitaire U. Ensuite, ne s'intéresser qu'aux composantes utiles, c'est-à-dire les composantes qui sont dictées par les règles de symétrie. Et enfin, s'il y a plusieurs variables dépendantes, il faut les exprimer en fonction d'une seule variable. Bien, donc la dernière fois, je me suis arrêté à l'exercice 6. Donc toujours cas de distribution linéaire. Et cette fois-ci, on va traiter le cas classique d'une spire circulaire qui est chargée avec une densité de charge lambda constante et on vous demande de calculer le champ en un point M de l'axe de la spire, l'axe Z. Donc, comme je disais, première chose, la symétrie. J'ai une distribution de charge uniforme, donc c'est même pas la peine de penser au plan d'antisymétrie. Il faut essayer de chercher deux plans de symétrie qui passent par le point M. Quels sont ces plans de symétrie? Donc vous avez deux. Comme je disais toujours, les plans de symétrie doivent passer par le point M. Donc toujours l'écrire M plus deux vecteurs ou bien deux axes. Donc le plan MZX, ce plan-là, il coupe la spire en deux parties symétriques. Donc c'est un plan de symétrie. La même chose, MYZ, c'est-à-dire ce plan-là. Donc ce plan-là, voilà. MYZ, il coupe la spire en deux parties symétriques. Donc, ce sont deux plans de symétrie. Donc, le champ va être suivant l'axe EZ. Donc, je connais déjà, sans faire aucun calcul, que E de X égale E de Y égale à 0. Rien qu'en utilisant la symétrie. Deuxième étape, prendre un élément de charge D de Q sur le schéma. Il faut bien le repérer. Donc, D de Q. Et écrire l'expression D de E, ensuite bien paramétrer D de Q, indiquer U sur le schéma et R. Donc U c'est le vecteur, je prends un élément de charge D de Q ici, voilà, repérer, ensuite on va le repérer après, U c'est le vecteur unitaire de la charge vers le point où je calcule le champ, petit r c'est la distance entre D de Q et le point M où je calcule le champ. Et D de L, c'est quoi? C'est un élément de longueur d'un cercle. Là, je vais utiliser les coordonnées polaires. Je le repère par grand R, c'est le rayon du cercle, fois D de θ. Θ, c'est cet angle. Vous voyez l'intérêt des coordonnées polaires. Bien. Ensuite, ne calculez que les composantes non nulles. Faites très attention à ne pas confondre ce R et celui-là. Celui-là, c'est la distance entre la charge et le point où je calcule le champ. Cette distance-là, c'est celle qui paramètre l'élément de charge D de Q. Donc D de Q, c'est grand R. Grand R, c'est cette distance-là, fois D de θ. Donc c'est ça l'élément de longueur de l'arc. C'est grand R fois D de θ. Donc quelle est la composante utile? C'est la composante suivant EZ. Donc je m'intéresse uniquement à D de EZ, qui est par définition la projection de D de E suivant l'axe EZ. Donc je suis obligé d'introduire cet angle, qu'on va appeler alpha, qui est le même que celui-là, pour faire la projection. Et donc, ça me donne D de Q sur R carré cosinus alpha. Donc voilà, déjà ces trois étapes, ça ne mérite pas grand-chose, ça ne mérite aucun calcul, juste indiquer bien la symétrie, paramétrer l'élément de charge
et écrire la projection, l'expression de la projection utile en utilisant des choses comme ça. Par exemple, je suis obligé d'introduire cet angle alpha pour calculer d de EZ. Le reste, c'est un calcul. Maintenant, il faut bien réfléchir. Pensez que vous êtes dans le cas d'un cercle et je calcule le champ en un point de l'axe. Pour intégrer cette relation, il faut bien remarquer que alpha, si j'intègre sur tout le cercle, est-ce que alpha va changer et R va changer? Ils sont des constantes. Pourquoi? Voilà, j'ai fait ce schéma-là. Prenez un compas, essayez de tracer un cercle. Est-ce que l'ouverture du compas change? Non, l'ouverture du compas, elle reste constante. La longueur du compas, elle reste constante. Vous voyez que quand ce segment-là balaye la surface du cercle, elle reste constante. Et l'angle reste constant. Donc là, dans le calcul, c'est très simple. Tout ce qui est lambda, grand R, bien sûr, il est constant. Petit r est constant. Alpha est constante. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste juste l'intégrale d de θ. Et pour décrire tout le cercle, θ varie entre 0 jusqu'à 2π. Donc ça vous donne 2π. Et voilà le champ créé par un cercle en un point de son axe. Donc vous voyez bien que Z est donné par lambda Z fois R. Je peux remplacer petit r par quoi? R carré, c'est Z carré plus grand R au carré. Donc cette distance OM, on l'a appelée Z. Donc cette distance, c'est le point M, il situe à une distance Z. Et puis bien sûr grand R sur le rayon du cercle. Donc R petit r au carré, c'est Z au carré plus grand R au carré. Au cube, puisque racine carrée, donc à la puissance 3,5. Bien. Donc si on le trace, vous voyez bien que si Z égale à 0, le champ il est nul. Pardon. Si Z tend vers l'infini, ce terme tend vers 0. Et bien sûr, il va passer par un maximum. Vous pouvez chercher exactement le maximum en cherchant la dérivée de cette fonction et chercher là où la dérivée est nulle. Et vous allez trouver, je crois, c'est R sur 2. Bien. Maintenant, on va déterminer le potentiel. Donc, on a calculé le champ, mais on va s'intéresser aussi au calcul de potentiel. Et vous allez voir, le calcul de potentiel, souvent, il est beaucoup plus simple, parce que c'est un champ scalaire. On n'a pas besoin de faire des projections. Donc, voilà le cercle chargé avec une distribution linéaire lambda. Pour le calcul du potentiel, vous prenez un élément de charge D de Q, vous cherchez le potentiel D de V créé par cet élément de charge D de Q, qui est donné par définition D de Q sur 4π epsilon 0 R. R, c'est cette distance. Ensuite, vous passez directement à l'intégrale, parce que ce n'est pas un vecteur, j'intègre. Donc, D de Q, c'est lambda D de L, et on a dit que D de L, c'est grand R fois D de θ. Voilà, je remplace, donc lambda sur la même chose qu'on a dit tout à l'heure, si j'intègre sur le cercle, R est constant, alpha est constante, donc il me reste, donc R est constant, là j'ai pas besoin de alpha parce que j'ai pas besoin de projection, donc R est constant, je le sors l'intégrale, il me reste l'intégrale D de L qui est la longueur du cercle qui est de pi R. Ou bien je peux remplacer D de L par grand R de θ comme vous voulez, donc là je peux remplacer directement par 2pi grand R, ou bien je remplace D de L par grand R D de θ et ça vous donne 2pi grand R, c'est la même chose. En remplaçant là aussi petit r par racine carrée de r au carré plus z au carré, dans ce triangle, voilà, grand R au carré plus z au carré est égal à petit r au carré, je trouve l'expression du potentiel. Donc voilà. Maintenant, question, c'est déduire le champ qu'on a calculé tout à l'heure par la méthode directe, mais cette fois-ci à partir du potentiel. Bien sûr, on peut le faire. On peut vous demander d'abord calculer le potentiel et déduire le champ. Comme on peut déduire le champ et calculer le potentiel. Donc là, on va déduire le champ, mais cette fois-ci à partir du potentiel. Et on va voir que le champ va être effectivement suivant l'axe OZ. Qu'on a déjà démontré. C'est quoi l'expression du champ? C'est moins gradient de V. Or, vous voyez, V, il ne dépend que de Z. Donc le gradient, normalement, c'est D sur dx fois EX, plus D sur dy fois Y, plus D sur D de Z fois EZ. Mais comme V ne dépend pas de X, la dérivée de V par rapport à X est 0, la dérivée de potentiel par rapport à Y égale à 0, il va vous rester juste D de V sur D de Z. Et vous voyez que le champ est effectivement suivant EZ. Bon, il suffit de dériver maintenant cette expression-là, et vous allez trouver facilement la dérivée de 1 sur racine de f. Donc la dérivée de 1 sur racine de f, ça vous donne lambda grand R fois z sur 2pi epsilon 0, 1 sur r carré plus z carré à la puissance moins 3,5.
La dérivée de f à la puissance n, c'est n fois f' fois f à la puissance n moins 1. Un petit calcul, vous allez trouver facilement cette expression-là qu'on a déjà trouvée par la méthode directe. Bien, donc vous voyez maintenant, voilà comment varie l'expression de z. C'est une fonction impaire. Par contre, le potentiel est une fonction paire. Chose qu'on peut remarquer par symétrie. Pourquoi? Parce que le plan, si j'appelle ce plan-là l'axe z, si j'appelle cet axe-là l'axe z, l'axe x et y, c'est quoi? C'est un plan de symétrie des charges. C'est un plan de symétrie des charges, parce que l'image de chaque point, c'est lui-même. Donc, en deux points symétriques, le champ va être symétrique. Et vous voyez bien que si le champ ici est suivant EZ, son symétrique, bien sûr, va être suivant moins EZ. Donc, c'est une fonction impaire. Le champ à la position moins Z, c'est moins le champ à la position Z. Et vous le voyez ici clairement. Donc là, c'est Z carré. Donc, E de moins Z, c'est bien moins E de Z. Par contre, le potentiel en ce point va être le symétrique du potentiel en ce point, donc il va être exactement le même. Donc le potentiel en Z, c'est le même que le potentiel en moins Z. Vous voyez, Z moins Z, Z moins Z, c'est le même potentiel. Et ça, c'est une règle générale pour un système qui admet un plan de symétrie des charges. Donc si un système admet un plan de symétrie des charges, les champs en deux points symétriques sont l'un et le symétrique de l'autre, et les potentiels sont les mêmes. Donc voilà un autre schéma qui montre la même chose. Vous voyez bien, E de moins Z, c'est moins E de Z, et le potentiel est le même. Bien. Maintenant, je passe à l'exercice suivant. Cette fois-ci, je vais traiter le cas d'une distribution non uniforme. Lambda n'est plus constante, non uniforme. Donc vous n'avez pas le droit de la sortir de l'intégrale comme ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et plus exactement, on va traiter le cas où lambda, c'est lambda 0 sinus θ. Donc θ, c'est cet angle. Un point M quelconque du cercle va être repéré par les coordonnées polaires, grand R et θ. θ, c'est cet angle-là. θ. Voilà. Voilà l'angle θ. Voilà. Donc, quel sera le potentiel et le champ électrostatique créé par cette distribution de charge en un point M de l'axe? La même question que tout à l'heure, sauf que ici, lambda n'est plus constante. Donc, première chose que je vous demande de faire, c'est de tracer le signe des charges sur ce cercle par des signes positifs ou négatifs. C'est-à-dire là où c'est positif, vous mettez un plus, là où c'est négatif, vous mettez un moins. Et c'est ça qui va vous aider à déterminer la direction de E en utilisant la symétrie. Donc, essayez de bloquer la vidéo et mettre les charges. La charge, c'est quoi? Le signe des charges dépend de quoi? On va supposer lambda 0 positif, il va dépendre de sinus θ. Or, sinus θ est positif quand? Si θ est compris entre 0. Non, je vous rappelle en coordonnées polaires, c'est θ égale à 0, c'est ici. θ égale à pi, c'est là. Donc, entre 0 et pi, θ, il est positif. Donc, vous avez une distribution de charge positive. Entre pi et 0, sinus θ est négatif. Donc, vous avez une distribution de charge négative. Bien. Maintenant, vous avez des charges négatives, des charges positives. Essayez d'abord de voir s'il y a un plan d'antisymétrie. Bon, s'il y en a un, c'est plus facile de déterminer la direction de E au point M. Est-ce qu'il y a un plan d'antisymétrie qui passe par le point M? Je rappelle, c'est quoi un plan d'antisymétrie? Si vous prenez n'importe quel point, vous cherchez son symétrique. Si le point M contient une charge Q, son symétrique doit contenir la charge moins Q. Ou bien si l'un contient 0, l'autre bien sûr doit contenir 0. Eh bien, vous remarquez clairement sur le schéma que le plan MXZ, c'est-à-dire ce plan-là, est un plan, ce plan-là, qui est perpendiculaire au cercle et qui passe par l'axe Z et l'axe des X, c'est un plan d'antisymétrie. Parce que l'image de cette charge positive, c'est une charge symétrique qui est négative. Et donc, bon, vous pouvez le voir clairement mieux, j'ai tracé le cercle dans le plan XY. Vous voyez bien, ici X, la charge positive, ici la charge négative, et ce plan-là, c'est un plan, ce plan-là, et vous le voyez mieux sur ce schéma, c'est un plan d'antisymétrie. Donc, un seul plan d'antisymétrie suffit, donc le champ va être perpendiculaire
à ce plan d'antisymétrie. Et automatiquement, je suis sûr que le champ va être perpendiculaire à ce plan. Donc là, bien sûr, tout ce qu'on sait qu'il est perpendiculaire, dirigé dans ce sens-là, c'est le signe des charges qui le détermine. Or, le champ est dirigé toujours de la charge positive vers la charge négative, donc il va être dirigé suivant moins y. Donc il suffit de calculer maintenant une seule composante, c'est la projection de E suivant l'axe des Y. Donc vous voyez l'importance de la symétrie. Donc sans la symétrie, c'est très très compliqué de résoudre ce problème, parce que faites attention aux projections. D'accord? Donc là, je suis sûr que le champ va être suivant l'axe des Y, donc je dois calculer uniquement la projection de D de E suivant cet axe-là. Donc deuxième partie, bien sûr, donc on va déterminer le champ créé par une charge D de Q. Comme d'habitude, je prends un élément de charge D de Q, repéré par R, vecteur unitaire U, et par définition, D de Q crée un champ D de E égale à D de Q sur R carré fois U. Donc toujours ne pas confondre petit r et le rayon du cercle. D'accord? Avec D de Q, bien sûr, là aussi il faut le paramétrer, c'est lambda D de L, je suis en distribution linéaire, et D de L, c'est grand R D de θ. Ça, c'est comme le cercle qu'on a déjà traité. Bien, ne calculez, troisième étape, que la composante étude. Quelle est la composante étude cette fois-ci? Faire attention, c'est D de Y. Et D de Y, c'est D de E scalaire J, et donc je dois calculer U scalaire J. Or, J, il est là. Vous voyez là la difficulté, deuxième difficulté de ce problème. Donc je ne peux pas déterminer U scalaire J de façon directe. Donc il faut essayer d'exprimer ce vecteur U dans la base K et ER, dans le plan Z et ER. Et vous notez bien ce U, ce vecteur unitaire U, donc il va être égal à moins sinus alpha suivant ER plus cosinus alpha suivant K. Bon, je vais vous dire un peu plus clair dans le schéma qui va suivre. Voilà, vous avez votre vecteur unitaire U, ici vous avez l'angle alpha, et vous retrouvez l'angle alpha ici. Donc U, il possède quoi? Cosinus alpha suivant K, et moins sinus alpha suivant ER. C'est ce qu'on a dit, cosinus alpha suivant K, et moins sinus alpha suivant ER. Vous voyez ici? Donc je reviens au schéma, voilà mon vecteur unitaire U. J'ai besoin de calculer U scalaire J. J, il est là. Vous voyez bien qu'il n'y a aucune relation entre U et J. Donc, pour effectuer ce produit scalaire, je dois d'abord exprimer U dans cette base-là. U appartient au plan EZ-ER. Alpha, c'est cet angle. Alpha, c'est cet angle. Et vous voyez que U, c'est cosinus alpha suivant K, moins sinus alpha suivant ER. Maintenant, U scalaire J, c'est très facile. Vous voyez que J scalaire K, c'est 0. Il va me rester J scalaire ER. Or, J scalaire ER, donc J, il est là, ER, il est là. Vous avez θ, c'est cet angle. Donc, J scalaire ER, c'est cosinus pi sur 2 moins θ. Et cosinus pi sur 2 moins θ, c'est sinus θ. Donc, voilà. Donc, vous voyez, c'est sinus θ. Et le problème est terminé. Donc, voilà. Je remplace maintenant dans D de Y, D de Q par sa valeur, sinus alpha, et ainsi de suite. Je remplace U scalaire J par sa valeur. Ensuite, j'intègre. Donc, la même chose pour les mêmes raisons. Alpha, c'est une constante. R, c'est une constante. Donc, le calcul se simplifie. Il devient l'intégrale sinus carré sinus carré θ dθ entre 0 et 2 pi. Ça vous donne pi. Il vous donne, en définitive, voilà E de Y. Donc, c'est un exercice qui n'est pas simple, mais j'espère que l'explication était claire. Donc voilà le champ calculé par, déterminé par ce cercle chargé avec une distribution non uniforme suivant l'axe des Y. Bien. Maintenant, question de réflexion, qu'en est-il pour le potentiel sur l'axe OZ? Quel est le potentiel sur l'axe OZ? Hein? Je vous laisse le soin de réfléchir. Juste en utilisant la symétrie. Il n'y a aucun calcul à faire. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Que OX, OZ, on a dit c'est un plan. Ce plan-là est un plan d'antisymétrie pour les charges. D'accord? Or, on a un point d'antisymétrie. Vous avez toujours le potentiel, il est nul. Donc, V, sans faire aucun calcul, on peut répondre V égale à 0. D'accord?
Donc potentiel en un point, en tout point de plan d'antisymétrie de charge, le potentiel il est nul. Donc voilà le schéma, juste voilà le champ au point M. Oui, ici une autre question de réflexion, c'est on a déterminé le champ point M, on a montré qu'il est suivant moins Y. Maintenant je prends un point M' symétrique. Ici, quel sera le champ au point M'? Là aussi, essayez de réfléchir. Quel est le champ au point M'? Sans faire aucun calcul, déterminer l'expression du champ au point M. Bon, tout de suite, la symétrie, il faut remarquer qu'au X, au Y, maintenant, c'est un plan de quoi? Pour les charges. C'est un plan de symétrie des charges. Parce que l'image d'un point, c'est lui-même par rapport au plan au X, au Y. Or, M et M' sont symétriques par rapport à ce plan de symétrie. Donc, le champ en M' va être le symétrique du champ au point M. Donc, il va avoir exactement la même expression. D'accord? Ce qui est normal, parce que vous voyez que le champ ici en Z, c'est le même qu'en moins Z. Mais là, on le justifie par symétrie. Bien. Je passe maintenant à, on a terminé avec tout ce qui est distribution linéaire, on a traité segments, cercles, chargés avec une densité uniforme, non uniforme. On va passer à une distribution de charge surfacique. Et vous allez voir maintenant, les mêmes types de calculs vont se répéter. On prend un disque chargé avec une densité surfacique sigma, qu'on va supposer uniforme pour le moment, et on nous demande de calculer le champ en un point M quelconque de l'espace. Et vous allez voir, c'est pratiquement les mêmes calculs que le cercle, cette fois-ci, sauf que bien sûr, R ne sera plus constant, et θ, R et alpha ne sera plus constant, c'est tout. Donc, symétrie toujours, c'est la même que pour le cercle, MXY, MYZ sont deux plans de symétrie. Donc le champ va être suivant K. Je prends un élément de charge D2Q que je mets ici en jaune, que j'ai repéré par les coordonnées polaires ρ et θ. Donc D2Q c'est sigma D2S, D2S c'est ρ, D2ρ, D2θ. Cette charge D2Q va créer un champ D2E qui est égal à D2Q sur 4pi epsilon0 R carré fois U. Vous voyez, ces quatre étapes méritent pas grand chose, juste prendre un élément de charge. Je suis dans un disque, donc je dois utiliser les coordonnées polaires. Je le repère par cette distance-là qui est ρ. Ensuite, cette distance-là qui est d de ρ. Cette distance θ. d de θ, c'est cet angle. Et l'arc d'un cercle, cette distance-là, c'est ρ d de θ. Cet élément de charge d de q va créer un champ d de e au point M. R, c'est la distance entre d de q et le point M. U, c'est le vecteur unitaire dirigé de Q vers le point M. C'est toujours les mêmes choses. Hein? Et bien sûr, un élément de charge, un élément de surface en coordonnées polaires, c'est ρ, d de ρ, d de θ. Bien. Voilà. Donc, d de S. Donc, quelle est la composante utile? C'est d de EZ. Parce que EZ, on l'a dit, c'est la direction du champ électrique. Donc, je suis obligé d'introduire cet angle alpha, qui est le même que celui-là. Donc, d de EZ, c'est cosinus alpha. Donc, jusque-là, c'est pratiquement les mêmes calculs que le cercle. C'est dans la suite que ça va changer. Maintenant, vous voyez bien que R et alpha sont des variables qui ne sont pas indépendantes. Donc, je dois exprimer l'un en fonction de l'autre. Donc, je dois exprimer R en fonction de alpha. Donc, vous avez cosinus alpha, cet angle, c'est Z sur R. Et R, c'est quoi? C'est racine carrée de Z carré plus ρ carré. Donc, je dois exprimer tout en fonction de ρ. Bien. Maintenant, exprimer les composantes en fonction d'une seule. Donc voilà, vous avez Z. Cosinus alpha, c'est Z sur R. Donc vous avez Z fois sigma, ρ, d de ρ, d de θ sur R au cube. Donc je dois exprimer tout en fonction de ρ. Ah. Donc R, voilà, alpha en fonction de ρ, il est là. R en fonction de ρ, R c'est racine carrée de ρ carré plus Z carré. Et je sépare les variables indépendantes. Vous avez θ ne dépend pas de ce terme. Donc l'intégrale d de θ. Ensuite l'intégrale ρ d de ρ sur ρ carré plus Z carré. Je vous rappelle que Z c'est une constante. Je cherche le champ en un point M qui est situé à une distance Z fixe dans le calcul. Z c'est une constante. Hein? Voilà. Donc là vous voyez bien que c'est l'intégrale de f' sur f à la puissance n. Pourquoi? Parce que ρ d de ρ, je peux l'écrire d de ρ carré sur 2, ou bien 1 demi d de ρ carré plus z carré ici, plus z carré.
Voilà. Et vous voyez bien que là, vous avez f' sur f à la puissance n, c'est 1 sur racine de f. Donc, ρ varie entre quoi et quoi? Entre 0 jusqu'à grand R. Et on obtient en définitive l'expression de R. Donc, c'est E de Z, c'est Z sigma sur 2 epsilon, 1 sur racine carrée de Z au carré. Bon, je vais l'écrire un peu plus en. Donc, voilà. Donc c'est plus clair, vous avez E de Z, vous intégrez entre 0 et R, bon je laisse le soin de vérifier ce petit calcul, c'est 1 sur racine carrée de Z au carré, moins 1 sur racine carrée de R carré, plus Z carré. Donc sous forme de vecteur, c'est cette expression suivant EZ. Donc n'oubliez pas que 1 sur racine carrée de Z au carré, c'est pas 1 sur Z, mais 1 sur valeur absolue de Z. Donc voilà le champ. Donc vous voyez, c'est les mêmes calculs que le cercle, sauf que ici, D de Q, il fait apparaître sigma, rho D de rho D de θ. Donc il faut intégrer rho D de rho D de θ, exprimer tout en fonction de rho, et le calcul devient plus simple. Bien. Maintenant, on va calculer M, mais à partir du potentiel. C'est-à-dire où je vais faire le calcul du potentiel par calcul direct, comme ce que j'ai fait pour le cercle dans la partie de la vidéo précédente, c'est-à-dire la vidéo 2 sur 4. Bon, potentiel c'est plus simple, il n'a pas besoin de faire des projections, donc je prends un élément de charge D de Q en jaune, et il crée un potentiel D de V qui est égal à D de Q sur 4 pi epsilon 0 R, il est varié en 1 sur R, D de Q c'est sigma D de S, et bien sûr D de S c'est rho D de θ. Je remplace maintenant, et le calcul maintenant, D de θ j'intègre. Il est indépendant de ce terme, je sépare les variables, donc l'intégrale d'θ, l'intégrale d de rho sur rho carré plus z carré, là vous avez f' sur f sur, donc r ici à la puissance 1,5, il manque r c'est racine carrée, bien sûr r c'est racine carrée, donc ici à la puissance 1,5, la même chose racine carrée, donc vous avez f' sur 2 racines de f, c'est racine de f, et entre 0 et grand R, ça vous donne l'expression du potentiel. Bien. Donc on voit bien qu'ici que V de Z, c'est V de moins Z, c'est une fonction symétrique, donc on va le justifier aussi par symétrie. Maintenant, vous voyez que le calcul de potentiel, il est beaucoup plus facile que le calcul du champ électrique. Parce que là, on n'a pas besoin de faire des projections, juste paramétrer correctement l'élément de charge D de Q et choisir les variables d'intégration. Mais avec le calcul, les choses deviennent pratiquement très classiques. Bien, et vous remarquez bien sûr que le champ est une fonction impaire. Bon, on déduire E, connaissant le potentiel maintenant, on peut déduire le champ par la relation classique E égale à moins gradient de V. Donc là aussi, vous voyez que V ne dépend que de Z. Je répète, racine carrée de Z au carré sur module de Z. Donc la dérivée par rapport à x est égale à 0, la dérivée par rapport à y est égale à 0. Donc le gradient se réduit à un seul terme. Donc vous dérivez, je laisse le soin de faire le petit calcul et vous allez trouver facilement la même expression qu'on a trouvée par calcul direct. Mais cette fois-ci, vous voyez que le calcul, c'est beaucoup plus simple. Donc le calcul du champ à partir du potentiel est souvent beaucoup plus facile que le calcul du champ par la méthode directe. Maintenant, on va voir les cas limites. Si on est très loin du disque, on va utiliser souvent le développement limité ici, plus ou moins, ça sera plus ou moins. Donc 1 plus epsilon à la puissance n, c'est 1 plus n epsilon. Si vous avez plus 1,5, ça sera plus 1,5. Si vous avez moins 1,5, vous allez voir ici moins 1,5. Donc voilà le potentiel. Je fais un développement limité si z est très supérieur à r, donc je factorise par z, ça va me donner racine carrée de z au carré, c'est module de z. Tout ça à la puissance 1,5 moins module de z. Donc je remplace ici par 1 plus r carré sur z carré. D'accord? Et je vais avoir module de z plus module de z fois ça. Les modules de z vont se simplifier et j'arrive à l'expression de v. Maintenant, très loin du cercle, on doit s'attendre au potentiel créé par une charge ponctuelle. Il suffit de remarquer que ça, sigma pi fois r carré, c'est tout simplement la charge totale du disque. Donc je le note grand Q, et Q, ça vous donne V est égal à Q fois Z. Si Z est positif, ça vous donne 1 sur Z. Et vous voyez bien que c'est le potentiel créé par une charge ponctuelle placée au point O, dont la valeur est égale à la charge totale du disque. Donc très loin du disque, le potentiel c'est le même que celui créé par une charge ponctuelle
qui est placé au centre. Et ça sera exactement la même chose que le champ électrique, en faisant exactement la même chose, même développement limité. Je factorise ici par z carré, ça me donne 1 sur valeur absolue de z. Il va me rester racine carrée de 1 plus r carré sur z carré, qui est 1 sur racine, c'est racine à la puissance moins 1,5. J'applique cette formule avec ici moins 1,5 et ça vous donne cette expression-là. Les valeurs absolues de z vont se simplifier et on retrouve cette relation-là. La même chose, sigma pi r carré c'est q, et je retrouve le champ créé par une charge ponctuelle placée au centre. Donc loin du disque, le disque apparaît comme une charge ponctuelle, c'est tout à fait normal. Bien, si je trace le champ en fonction de z, vous voyez bien que c'est une fonction impaire. Quand z tend vers l'infini, le champ il est nul. Maintenant, on va déduire deuxième cas limite, cas d'un plan infini. Ça veut dire qu'il faut tendre r vers l'infini. Et si r tend vers l'infini, ce terme tend vers 0, et je trouve le champ créé par un plan infini est égal à sigma sur 2 epsilon 0 fois plus ou moins 1. Donc si z est positif, c'est plus 1. Si z est négatif, c'est moins 1. Donc voilà le champ créé par un plan infini. Donc ça c'est un plan, un disque fini. Ça c'est un plan infini. Ce qui est en pointillé, c'est le potentiel créé par un plan infini. Vous voyez bien que c'est une fonction paire. Par contre, le champ, c'est une fonction impaire. Bien. Bon, on peut comprendre pourquoi le champ est une fonction paire, pourquoi le champ est une fonction impaire. Voilà le disque. Voilà le plan X, Y. Et voilà l'axe Z. Donc ça, c'est X, Y, Z. Donc le plan X, Y, c'est un plan de quoi? C'est un plan de symétrie des charges. Donc en deux points symétriques, le champ va être symétrique. Ça veut dire si vous avez un champ ici sur l'axe Z, en ce point, en sens symétrique, il faut avoir, voilà le champ. Donc vous voyez bien que ces deux vecteurs sont sur une fonction impaire. On a point Z et les suivants plus Z, on a point moins Z et les suivants moins Z. Par contre, bien sûr, le potentiel doit être le même parce que le potentiel en deux points symétriques par rapport à un plan de symétrie des charges doit être le même. C'est ce qu'on a ici. Donc le potentiel, c'est une en Z et en moins Z, il est le même. Donc voilà tout ce qui concerne le disque, distribution de charge continue. Maintenant, on va passer à cas sphérique. Bien. Maintenant, je considère une sphère qui est découpée, une calotte sphérique découpée sur une sphère. Donc ce qui est en vert, c'est la partie chargée de façon sphérique. C'est une calotte sphérique repérée par l'angle θ0. Et cette surface est uniformément chargée avec une densité sigma. Calculer le champ au point. Donc voilà un autre cas de calcul direct. Et vous allez voir là aussi, si vous adoptez la méthode générale, au départ ça paraît un peu difficile, mais si vous appliquez la méthode que j'ai appliquée maintenant dans tous les exercices, ça va devenir relativement simple. Donc première étape, la symétrie. Je cherche le champ au point O. Donc les plans de symétrie doivent commencer par O. Vous voyez bien ici que par symétrie, vous voyez bien que OZ est un axe de symétrie de cette distribution de charge. Donc on doit s'attendre à un champ qui est suivant l'axe Z. Donc même si je suis dans une sphère, là je vais utiliser les plans cartésiens, OX, OY, OZ. Donc vous voyez bien qu'au X, OZ c'est un plan de symétrie, au X, OZ, il partage cette calotte en deux parties symétriques, et la même chose que pour OY, OZ, ce plan-là. Donc le champ va être suivant l'axe Z. Donc je suis sûr que X égale à Y égale à 0. Deuxième étape, prendre un élément de charge D2Q, D2S, D2Q, voilà, le repérer par R, c'est la distance entre l'élément de charge et le point où je calcule le champ, et dans ce cas-là, ça sera le rayon de la sphère, parce que n'oubliez pas que la charge se trouve sur la surface. Le vecteur unitaire U, c'est ce vecteur-là. Et D de E, c'est D de Q sur 4 pi epsilon 0. Vous voyez bien que j'ai remplacé tout de suite petit r par grand R, parce que partout il est constante. Hein? Donc D de Q, c'est sigma D de S. C'est quoi un élément de surface de la sphère? Qu'est-ce qui varie? Θ et phi. Et D de S, c'est R carré sinus θ, D de θ, D de phi. Donc regardez la vidéo qui est consacrée aux coordonnées sphériques. Donc vous remplacez maintenant, vous voyez que rien de spécial pour le moment, aucun calcul, juste suivre la méthode
prendre un élément de surface, paramétrer correctement l'élément de surface et remplacer. Et voilà le champ D de E. Bien sûr, il ne faut pas faire l'intégrale, il faut revenir d'abord à la symétrie. Calculer la composante utile. La composante utile, c'est D de EZ, qui est D de E scalaire K. Donc voilà K, donc je suis obligé d'être... Bon, cet angle, c'est θ, en coordonnées sphériques. Donc je n'ai pas besoin d'introduire aucun angle, donc ce sera cosinus θ. Voilà, après, vous intégrez tout simplement l'intégrale D de phi, aucun terme ne dépend de phi, les θ entre E, θ varie entre quoi et quoi? En coordonnées sphériques, voilà, θ égale à 0, et varie entre 0, θ c'est cet angle-là, il varie de 0 jusqu'à cet angle-là, jusqu'à θ0. Et quand θ varie entre 0 et θ0, phi varie entre 0 et 2π, je décris toute cette calotte sphérique. Et, tout calcul fait, vous donne moins sigma sinus carré. Vous voyez bien que c'est un champ qui est sur au moins z, c'est normal parce qu'on a supposé la charge positive. Le champ va être dirigé de la charge vers l'extérieur. Donc voilà, exercice qui apparaît compliqué, mais si on suit correctement la méthode, symétrie, paramétrer l'élément de charge, introduire l'élément de surface correctement, faire le calcul des composantes utiles, le reste, c'est pas très difficile. Question de réflexion, refaire le calcul, cette fois-ci avec sigma n'est pas constante. Bon, vous allez voir. Et là, il faut réfléchir à des plans d'antisymétrie. Regardez l'exercice sur le cercle, ça va vous donner une idée comment résoudre le problème. Donc, je vous laisse le soin de faire cette question-là. Voilà, je récapitule. Pour calculer le champ électrique par la méthode directe, d'abord la symétrie et les invariances, pour simplifier au maximum l'expression du champ électrique. Ensuite, déterminer le champ créé par une charge élémentaire D2Q, ça veut dire exprimer D2Q correctement. C'est quoi? C'est sigma ou ds ou bien lambda D2L ou bien rho D2V. Bien indiquer la distance R entre la charge et le point où vous calculez le champ et le vecteur unitaire U. Ensuite, ne calculez que les composantes utiles, c'est-à-dire qui sont dictées par ces règles de symétrie. Et enfin, si vous avez plusieurs paramètres, il faut les exprimer en fonction des variables indépendantes, ce que nous avons vu dans le disque et dans le segment. J'espère qu'avec cette vidéo, vous étiez au départ, bon, une fois que vous avez fait le cours sur le calcul du champ électrique par la méthode directe, vous êtes dans cet état-là, c'est-à-dire très surpris. Oh là là, c'est très difficile. J'espère qu'à la fin de cette vidéo-là, vous avez fait une transition vers un état où la physique ou bien le calcul de champ électrique ne sera plus très compliqué. Voilà, à très bientôt. Je vous rassure, il y a encore une autre méthode qui va vous rendre la vie encore beaucoup plus facile. C'est le théorème de Gauss qu'on aura l'occasion de voir dans une vidéo prochaine. Bien sûr, toujours comme d'habitude, partagez la vidéo au maximum avec vos amis et à très bientôt pour d'autres vidéos.